Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Équipe réduite cette semaine, j'ai envie de dire qu'on retourne aux fondamentaux avec Alan. Comment ça va? On a gagné au parc, c'est carré. On avait besoin de celle-là, et les vrais le savent. Ouais, ça va super bien, et toi? Un supporter nantais en détresse. Donc voilà, Une une grande victoire détresse. qui fait du bien. Exactement. Qui a quand même, je l'avais dit il y a plusieurs semaines, mais retrouver l'espoir avec Antoine Comboiré. Alors Exactement. ça arrive pas souvent quand même. Exactement. Ça dit peut-être plus de l'entraîneur précédent que d'Antoine Comboiré. Exactement. Bref, alors on se retrouve aujourd'hui. Oui, j'ai dit l'équipe originelle parce que on est le 15 mars aujourd'hui, le jour où on enregistre. Dans un mois, c'est le 15 avril. Et ben le 15 avril, Alan, ça fera 5 ans que le podcast a démarré. Ah, franchement, donc c'est voilà, pour marquer cela, c'est assez incroyable. Donc on est à un mois avant les 5 ans du podcast. C'est vraiment exceptionnel. Incroyable. Un truc qu'on maîtrise beaucoup mieux, c'est les transitions. Alors du coup, je vais enchaîner sur le sujet du jour. On vous avait demandé sur Twitter de nous proposer un sujet sur lequel discuter. Voilà, on vous avait laissé le choix. On a vu que il y a pour beaucoup le sujet de la trade deadline est revenu. On a donc décidé de faire un sujet aujourd'hui sur 10 joueurs qui pourraient bouger avant le 25 mars, c'est-à-dire le jour de la fermeture des transferts en NBA. On s'est inspiré largement des rumeurs, voilà, des joueurs qui voient leur nom cité dans les articles depuis pas mal de semaines. Pour ce faire, on les a classés avec, on va vous le dire, par Orlando, parce qu'on va vous montrer que Orlando est peut-être une équipe qui pourrait beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Mais avant de parler de ça, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter. 5 étoiles sur Apple Podcast, on est à 196. 196. Faut arriver à 200. Doucement. Faut arriver à 200 doucement, mais sûrement. Et puis, on marque la petite pause habituelle et on se retrouve du coup du côté de la Floride pour parler d'Orlando. Pour débuter, place donc aux joueurs d'Orlando. Alors avant de commencer à parler du trio des joueurs d'Orlando dont on aimerait discuter ici, on va juste vous présenter rapidement comment va se dérouler ce podcast. À chaque fois, on va parler d'un joueur qui voit son nom cité parmi les rumeurs de transfert. On va dire ce que ce joueur-là pourrait apporter à une équipe. Puis enfin, on va parler des équipes potentielles, où les fits seraient bons. Et alors parfois, ça sera en accordance avec les rumeurs de transfert, parfois pas. Un joueur qui a son nom cité depuis, j'ai l'impression, plusieurs années, c'est Aaron Gordon. C'est le premier joueur de notre liste. Alors, il est sous contrat encore l'année prochaine à hauteur de 16,4 millions. Il avait un contrat dégressif, c'est à noter. Il aura 26 ans en septembre. Alors, qu'est-ce que nous apporte Aaron Gordon, Alan, si on l'attire dans notre effectif? Et je vais te poser la question autrement. Est-ce qu'on doit encore attendre l'explosion d'Aaron Gordon? Pas à Orlando. On doit plus l'attendre du côté d'Orlando, mais c'est pas parce que le Aaron Gordon ne devient pas le joueur qu'on pouvait penser qu'il allait être, c'est-à-dire un poste 4, qui pouvait peut-être tourner à 20 points par match au NBA. On avait peut-être pensé ça, qu'il est quand même pas intéressant pour des équipes qui vont jouer les playoffs et qui ont des choses à jouer et qui sauront peut-être l'utiliser un petit peu différemment que le Magic a su l'utiliser. Moi, je pense que ça peut être, il a 26 ans, comme tu l'as dit, c'est la draft 2014, donc il a quand même de l'expérience dans la NBA. Alors, il a fait les playoffs, oui et non. Il a fait les playoffs sans vraiment aller très loin en playoffs, mais il a été dans des équipes qui ont gagné des matchs, qui se sont qualifiées. Moi, je pense vraiment que pour des équipes qui cherchent de la profondeur aux ailes, surtout sur le poste 4, il pourrait jouer 3 si jamais une équipe a son 4 et son 5 qui peuvent tirer. Sur le moment, ça pourrait se faire, mais surtout au poste 4. Moi, j'ai 2-3 idées pour lui où il pourrait atterrir. Et je pense que ça peut. C'est pas parce que il est décevant sur le plan de carrière qu'on a de lui qu'il peut pas être utile maintenant, en fait. Je pense. Je pense, oui, que c'est bien pour les deux parties, pour Orlando comme pour Aaron Gordon qui partent. C'est quoi Aaron Gordon? Ça reste. Alors il y a des problèmes de blessures assez récurrents récemment, mais ça reste un joueur qui est notamment défensivement extrêmement polyvalent. Alors c'est un peu la Bérésina du côté d'Orlando cette année, donc on a tenté de le faire jouer un peu comme un meneur ces dernières semaines. Alors ça n'a pas vraiment marché parce que déjà ce n'est pas un meneur, mais c'est un joueur complet. Moi ce que j'aimerais, s'il va ailleurs, c'est vraiment qu'il aille dans un environnement où il puisse retrouver le cercle.
C'est-à-dire que Aaron Gordon, c'est un joueur au fil de sa carrière. Il y a une stat sur Basketball Référence que j'aime plutôt bien, c'est la distance moyenne de tir. Et on remarque qu'il s'éloigne de plus en plus. Alors je pense qu'il y a l'effet Nikola Vucevic, la prise de puissance de Nikola Vucevic, qui est un joueur qui joue quand même souvent au panier, même s'il peut s'écarter. Donc Aaron Gordon, il offre un profil, je trouve, assez complet. Il lui reste une année de contrat, c'est dégressif. Je trouve vraiment que ça peut être un joueur, ça peut être une bonne affaire. Et surtout, on va en parler. Il est souvent rapproché d'équipes où il pourrait avoir un peu ce rôle d'ailier un peu à tout faire. Et je pense que ça serait vachement positif pour lui d'être dans une équipe où il y a enfin du spacing. Du coup, Alan, sans plus tarder, tu pourrais le voir où, Aaron Gordon? Moi, j'ai deux équipes. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est, voilà, il y a la période de la trade deadline, tout le monde veut monter des trades. Faut regarder dans les équipes où on envoie les joueurs, est-ce qu'il y a pas forcément que des assets, mais des joueurs, des contrats pour matcher les salaires, en fait. Ça, c'est vraiment un truc où, et on va voir que pour certaines équipes, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Mais moi, j'ai Dallas et Denver. Pour moi, Dallas et Denver, c'est les deux spots, vraiment, si je suis ces deux équipes-là, c'est peut-être le premier choix de joueur que je recherche dans cette trade deadline. Dallas parce que Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber ont fait des super saisons l'an passé, mais c'est un peu short sur ce plan-là, et tu peux utiliser James Johnson pour matcher le salaire, avec ensuite peut-être donner autre chose. C'est tout de suite, ça va marcher tous comme ça pour les petits joueurs. Des joueurs pour matcher les salaires et un asset. Ce serait plutôt James Johnson qui serait dans la balance. Et Denver, parce que pour moi, Denver, ils n'ont pas remplacé Jeremy Grant. Et il y a quelques petites similitudes dans l'utilisation qu'il pourrait faire d'Aaron Gordon, de ce qu'avait pu faire Jeremy Grant, un profil défensif. Après, il faudrait qu'il mette ses 3 points comme Jeremy Grant les avait mis dans la bulle. Mais ce profil-là peut être intéressant, je pense, quand Jokic n'est pas sur le terrain du côté de Denver. Et ils ont Will Barton, qui pour moi peut matcher le salaire en plus d'un asset. Donc c'est vraiment ces deux équipes-là que j'ai coché pour Aaron Gordon. J'aime bien. Alors tu m'avais révélé ça avant qu'on enregistre, mais j'étais assez surpris de l'option Denver, mais je la comprends, je l'aime plutôt bien. Surtout, je pense Denver, ça, comme tu l'as dit, ça leur permettrait de remplacer Jeremy Grant, un profil légèrement différent, mais ça leur ferait beaucoup de bien. Je dois d'avouer que je suis assez séduit. Moi, ce que je me demande en fait quand j'étudie le cas Aaron Gordon, elle est où sa valeur? On sait que c'est un joueur qui est plus ou moins sur le marché des transferts depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'y a jamais d'accords qui ont été trouvés. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Orlando a toujours été frileuse quant à la possibilité d'échanger, ou alors sa valeur n'est pas du tout... ils ont été gourmands, ou alors ils ont été gourmands dans ce qu'ils demandaient. Exactement, ou alors ils ont été gourmands. Je t'avoue que je suis étonné que tu cites pas Minnesota, qui est constamment quand même rapproché d'Aaron Gordon. On sait qu'il y a eu des contacts en février, janvier de l'année dernière. Il y en a eu pendant l'intersaison. C'est un secret de polichinelle. Minnesota veut un 4. Il y a la piste John Collins qui a l'air très chaude de leur côté. Moi, je t'avoue que je trouverais ça plutôt intéressant. D'abord parce que j'aime plutôt cette association-là plutôt que celle de John Collins. Parce que Tom parle souvent de jouer sur les déséquilibres à Minnesota. Mais si ton trio principal, c'est Towns, Collins, D'Angelo Russell, là, je pense qu'il y a des limites, c'est plus possible. Aaron Gordon avec un Towns qui pourrait être initiateur en tour de contrôle, il pourrait se rapprocher du cercle, il aurait des vraies missions à l'aile. Donc je trouve que Minnesota fait trop de sens. Le problème, c'est que Minnesota, j'ai l'impression qu'on en parle pour Aaron Gordon depuis 1 an et demi, 2 ans, ça se fait pas. Donc il ira peut-être pas là, mais je trouve que ça pourrait être pas mal pour lui. Ouais, ça peut faire idée, mais ça serait un signe que voilà, Minnesota lâche pas la fin de saison et qu'ils veulent gagner des matchs, quoi, qu'ils veulent gagner des matchs à l'Ouest. Ils ont des salaires expirants, ils ont des choses là, et ils ont plein de joueurs de contrats qui peuvent être envoyés. Donc ouais, après voilà. Aaron Gordon n'a pas le choix de choisir où il veut aller, je pense. C'est ça. Donc, je pense qu'il préfère aller à Dallas ou Denver, mais si Orlando préfère l'offre d'une équipe comme Minnesota, il prendra cette offre-là. Totalement. Après, du côté de Minnesota, Karl Anthony Towns rentre actuellement seulement dans la première année de son extension, mais je pense que
il serait pas mal pour eux de gagner avant 2022 ou 2023. Tu veux pas être dans une situation où tu attends qu'il y a 2 ans de contrat restant sur son 2 ans de contrat restant et tu n'as toujours pas gagné depuis qu'il est arrivé. Et il dit je re-signerai pas. Donc voilà, ouais. Je pense qu'il y a une certaine pression. Ça expliquerait les mouvements de Rosas, le GM, qui clairement, tout le monde le sait, il veut un 4. Je pense qu'il y a cette agressivité-là. Elle cache le fait qu'on a conscience que l'horloge tourne maintenant. Pour finir, alors j'avais pas prévu ça de ton côté, mais pour conclure le cas Aaron Gordon, on va essayer de faire ça pour tous les joueurs. Est-ce que tu penses qu'il sera échangé? Non. Moi non plus. Ouais, et ça n'a aucun sens, oui, mais je pense pas. C'est pareil. Alors qu'ils ont signé Jonathan Isaac, qu'on sait que l'association des deux ne marche pas. Maintenant, on a assez de données, mais je pense pas qu'ils échangeront. Totalement. Eh ben, on va passer, on vous avait dit un trio du côté d'Orlando. On va passer du côté d'Evan Fournier. Tu me disais avant la prise d'antenne, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y avait des rumeurs là avant qu'on enregistre qui expliquaient que c'était probablement le joueur qui allait bouger. Evan Fournier, il est dans sa dernière année de contrat à 17 millions. C'est un contrat qu'il avait signé à 85 millions à l'été 2016, le fameux été 2016. Alan, qu'est-ce qu'on obtient si on va chercher Evan Fournier, qui est, il faut dire, pas dans sa meilleure année, gêné par des blessures au dos? On obtient un joueur qui peut se mettre des paniers en sortie de banc dans une équipe qui vise plus haut que ce que visait Orlando. Donc c'est-à-dire qu'en fait à Orlando, alors Evan Fournier a fait, si on regarde statistiquement et peut-être à la visualisation, pas toujours de très bons playoffs, mais parce qu'en fait on lui demandait trop. On lui demandait d'être la première menace de scoring sur les extérieurs en playoff face à Toronto puis face à Milwaukee. C'était sûr que en termes d'efficacité, ça allait être un peu problématique. Tandis que si on le sort de ce contexte et qu'on lui demande de mettre des paniers avec une seconde unit, moi c'est le rôle que je veux pour lui. Et il a tout intérêt, je pense, à avoir ce rôle-là avant potentiellement de signer un troisième contrat NBA. Bon voilà, c'est vraiment le rôle que je veux pour lui, porteur de balle d'une seconde unit. Alors oui, c'est un joueur qui a fait des belles stats en tant que titulaire pendant quelques années, mais il peut accepter ce rôle pendant quelques temps aussi pour avoir une chance d'aller loin en playoff. Même si je pense que, dans le rôle que tu décris, selon moi, c'est un joueur qui termine un match dans une grosse équipe de playoff. Complètement. Après, je pense que là, quand on parle grosse équipe de playoff, dans notre idée, c'est vraiment, on parle des cadors qui peuvent aller gagner le titre. On n'est pas, on pense pas à Indiana, par exemple. Sans manquer de respect à Indiana. Je pense vraiment que Fournier, c'est vraiment la solution pour toutes les équipes qui sont à mal de scoring sur le backcourt, en fait. Et bizarrement, il y en a beaucoup parmi celles qui visent le titre, ce qui est extrêmement paradoxal. Cette année, malgré les problèmes de dos, ça reste un joueur qui est parmi les plus efficaces de la NBA. Et je pense que, comme tu l'as dit, à Orlando, il a peut-être trop de responsabilités en cours de playoff, mais pourtant son jeu est plutôt adapté au playoff, en fait. Le fait que ce soit un joueur qui attende que l'action se développe, qui est sur la lecture, etc., plus que sur un premier pas saisissant, etc., je pense que ça, c'est des qualités qui peuvent payer en playoff. Donc je suis assez d'accord. Je pense que tu obtiens ça. Tu obtiens 15-20 points, voire peut-être moins si tu réduis le temps de jeu, d'un mec avec beaucoup d'efficacité et qui pourra tenir la balle parfois. La question, c'est, il est dans la dernière année de son contrat à 17 millions. Tom, t'inquiète pas, je vais le mentionner. Tom nous avait envoyé un message pour ça. Tu as la possibilité, bien sûr, tu obtiens ces birds rights si tu vas trader pour lui. Donc c'est un truc à garder en tête. Mais qui pourra aller le chercher, Alan? Il y a eu des bruits, on a vu Charlotte, mais alors ça correspond pas vraiment au type d'équipe qu'on a décrit. Tu penses à qui? On a vu Denver aussi, j'ai vu Denver revenir. Retour à Denver. J'ai Philly, Milwaukee, Miami et les Clippers s'ils se ratent sur l'autre idée que j'ai pour les Clippers. Oui, là, on n'a que des équipes qui jouent très, très, très gros. J'aimerais t'entendre sur Miami, tiens. J'aimerais t'entendre sur Miami. Parce que je comprends peut-être les autres, mais Miami. Bon, Miami. En vrai, dans les derniers playoffs, c'était Dragic ou Tyler Hero qui avaient ce rôle-là, un petit peu.
Je pense que c'est des joueurs qui étaient surtout Hero, hein, qui étaient sur un vrai nuage. Et je pense tout simplement qu'Evan Fournier est un meilleur joueur que Tyler Hero aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être moins hype, mais Evan Fournier apporte ce que tu pouvais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tu le fais jouer 20 minutes, il peut t'apporter 10 points, tu le fais jouer un petit peu plus, il peut t'apporter plus. Ils ont des choses pour matcher les salaires, même si bon, est-ce que on va accueillir Myers Leonard dans son effectif en ce moment parce que parce que le contrat de Myers Leonard, on en avait parlé à l'intersaison, c'était que pour matcher des salaires à la deadline qu'il avait re-signé. Donc Kelly Olynyk, Myers Leonard, tu peux matcher les salaires et ensuite tu peux dire à Orlando, est-ce que vous voulez Kendrick Nunn ou est-ce que parce que Kendrick, si tu prends Evan Fournier, t'as pas besoin de Kendrick Nunn. Kendrick Nunn ou je sais pas après chez Satchua, leur rookie. Je pense que pour Miami, ça peut apporter une assise de scoring encore plus. Et puis Spoelstra, c'est bien joué avec plusieurs ball handlers sous le terrain. C'est peut-être pas l'endroit que je préfère pour lui, c'est peut-être pas la cible que je préfère pour Miami, mais ça peut faire sens. Parmi ta liste d'équipes, c'est où tu préférerais voir Fournier? Là où je préfère le voir, c'est à Milwaukee, parce que je pense que c'est eux qui en ont le plus besoin. Mais c'est peut-être eux où ça sera le plus difficile. Ouais, exactement, parce qu'ils ont pas de contrat expirant à la fin de l'année. Ils ont re-signé des role-players à l'intersaison, mais sur plusieurs années. Augustine, Portis, ces mecs-là, si Orlando les ingère, ils les auront encore l'année prochaine. Et puis DJ Augustine, ils le connaissent déjà. Et ils ont pas non plus, ils ont peut-être Dante DiVincenzo, mais ils ont peut-être moins de jeunes draftés récemment qui peuvent avoir entre guillemets une hype. Donc je pense, mais c'est à Milwaukee que pour moi, il ferait vraiment, vraiment sens. Puis il y a les conséquences du trade pour Jrue Holiday où ils ont très peu de choix de draft, etc. Après là, c'est une année tellement particulière. Je vous avoue que la difficulté de l'exercice, c'est se dire combien on investit dans un joueur qui est bientôt en fin de contrat. Moi, j'ai très peur en fait pour Evan Fournier, c'est que sa valeur baisse. Enfin, peur, je sais pas, parce que peut-être que ça lui permettra d'aller dans des meilleures équipes à cause de ses problèmes de dos. C'est quand même quelque chose de récurrent cette année. Et vu qu'on sait que c'est une location pour quelques semaines, quelques mois, Evan Fournier, si malheureusement les problèmes de dos ne le lâchent pas, ça pourrait être problématique. Après, je suis d'accord sur le profil des équipes. Les Clippers, ça revient souvent aussi. Ouais. Les Clippers, ça aurait énormément de sens. Complètement. Il faut plus qu'ils se représentent avec Lou Will en porteur de balle de la seconde unit. Et même Luke Kennard n'est pas excellent, alors qu'ils ont investi dessus. L'investissement n'est pas à la hauteur ça paye pas. Donc, ouais, cet épisode va être horrible, je n'ai plus aucune voix. Je m'excuse auprès des auditeurs, je sais pas ce qui se passe. C'est l'effet Sampaoli, tu cries. C'est ça, on crie devant les matchs maintenant. Ouais, à voir pour Evan Fournier. Personnellement, j'aimais bien un peu le côté Denver, en fait. Moi, j'aimais bien le revoir à Denver, tout simplement parce que je me dis que ça apporterait de la stabilité dans ce backcourt, qui est quand même... Gary Harris, on l'a dit plus d'une fois dans cette émission, où c'est le fantôme de lui-même, même s'il y a parfois des petits retours, et on sait que Evan peut jouer 2-3. Alors, il remplacera jamais Jeremy Grant, mais il pourrait venir aider sur un poste 3 parfois. Donc, je me dis que côté Denver, un retour aux sources, pourquoi pas. Je me dis aussi du côté d'Orlando, il y a eu tellement peu de trades. Parce que on va se l'avouer, ça fait tellement d'années qu'on dit qu'Orlando est un roster à trade, ils le font jamais. Donc peut-être qu'ils voudront envoyer ce qui est leur deuxième meilleur joueur dans l'autre conférence, peut-être. Ouais, complètement. Ouais. Mais là, il faut organiser un deal avec Gordon, alors. Là, on organise un vrai truc. Un Gordon Fournier, tu vois. Oui, là, par contre, je sais pas si Denver peut se le permettre. Hein. Exactement. Parce que je rappelle que quand James Harden était disponible, Michael Porter ne l'était pas. C'est vrai. Ça, c'est quand même pas mal. On termine à Orlando avec celui qui a le contrat le plus long. C'est Terrence Ross qui a encore 2 ans de contrat. On est encore sur du dégressif. On est aux alentours de 11 ou 12 millions pour Terrence Ross. Alors, encore un joueur qu'on envoie aux Nuggets. Cette fois, c'est ton ami Kevin O'Connor, The Ringer, fan reconnu des Celtics. J'entendais un nom comme ça en même temps. Oui, c'est vrai. Moi, je t'avoue que c'est peut-être le plus accessible si tu es une équipe qui vise le titre. Ma seule question avec Terrence Ross, c'est toujours la même, c'est la constance. On sait que c'est un joueur qui est célèbre pour en avoir mis 50, le soir d'après en avoir mis 10. Et je me demande,
là où je vois son profil de 6e homme en sortie du banc, à l'aile, en plus, ça peut être intéressant. Je me dis quelle sera la constance. Il fait pas une bonne année au tir. Ça peut s'expliquer parce qu'Orlando, c'est à peu près un champ de ruines en ce moment. On va être honnête. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un va oser? Enfin, il est à 33% au tir cette année. C'est chaud, quoi. C'est chaud, mais je vois des équipes qui ont des bancs tellement problématiques que même les montagnes russes Terence Ross peuvent être plus intéressantes que certaines options. Comme tu as dit, il y a encore du contrôle sur lui, du contrôle qui descend, c'est-à-dire 13 millions 5, 12 millions 5, 11 millions 5. Donc moi, c'est un profil. En fait, cette année, c'est marrant. Souvent, à la trade deadline, on cherche des role players et tout ça. Cette année, un mec comme Evan Fournier a peu intéressé, ou comme Gordon, parce qu'on cherche des mecs un peu plus polyvalents. Il y a des équipes qui cherchent vraiment de la polyvalence dans des joueurs. Terence Ross serait plus sur du rôle de shooter, scoreur micron, quoi. Mais je pense que ça peut quand même intéresser une équipe, dont la mienne, je pense. Boston sur Terence. Boston qui est lié à absolument tous les ailiers disponibles. Ouais, on va être honnête. tous, complètement. Je pense, la question avec Terence Ross, oui, c'est ça. Enfin, si tu as besoin d'un ailier, ça peut être la solution. À voir aussi à quel point paradoxalement, à quel point les équipes voudront avoir un joueur qui a encore 2 ans de contrat. Parce qu'on sait que le cap, conséquence du Covid, le cap s'est rétracté, il va augmenter un moment mécaniquement. Et alors, est-ce que tu vas avoir un joueur à 11 et quelques millions qui a quand même bientôt 30 ans, je crois, Terence Ross, oui, c'est incroyable, mais bientôt 30 ans, qui a déjà 30 ans, d'ailleurs. Est-ce que tu voudras l'avoir sous contrat? Je sais pas. Mais en fait, ce que je me dis avec un mec comme Terence Ross, c'est que là où bizarrement, d'habitude, c'est des joueurs comme ça en sortie de banc avec un rôle précis qui ont plus, tu l'as dit, qui ont plus de marché qu'un Evan Fournier. Bah là, cette année, c'est l'inverse. Et je sais pas s'il va bouger. Pour conclure ce grand pavé Orlando, qui bouge Orlando? Parce que c'était même Brian Windhorst, le fameux journaliste d'ESPN, qui avait aussi dit qu'en gros, il pensait que ça allait bouger du côté d'Orlando. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à voir Gordon et Fournier partir. Alors, qui pourrait partir? Fournier, Ross, je pense. Je pense qu'ils bougent Fournier, Ross. Ils vont garder Gordon. Le faire jouer en 4. Est-ce qu'ils bougent Vucevic? Parce qu'Isaac. Ça c'est la question. Ça c'est la grosse question. C'est quoi le but d'Orlando? Parce que là tu peux te dire, ouais, mais de toute façon ils vont quand même perdre des matchs parce que si déjà t'enlèves Fournier et Ross à cet effectif, déjà qu'ils en perdent beaucoup. Là, ils vont en perdre, donc ils devraient quand même être bien placés à la loterie. Je pense que le but d'Orlando, c'est quand même d'être bien placé à la loterie. Pourtant, Vucevic, nuit après nuit, il heurte quand même tes chances un peu d'être bien placé à la loterie. Moi, je pense que Fournier va bouger, Ross aussi, mais je pense aussi que les fans d'Orlando, faut pas non plus qu'ils s'attendent à d'énormes compensations. Ils vont avoir quelques pics. Si t'as un trade avec Denver et que t'arrives à récupérer R.J. Hampton, ou si t'as un trade avec Boston et que t'arrives à récupérer, je sais pas, Nesmith, ou un trade avec Miami et que tu récupères Nunn, c'est déjà bien, je pense. C'est peut-être trop tard pour les avoir échangés, donc, pas non plus s'attendre à une énorme contrepartie pour eux. Je pense que la contrepartie, ça sera le cap space et ça sera la possibilité de drafter haut. C'est plus ça, en fait. C'est à cause de ces joueurs-là, tu peux pas drafter haut, en fait. Peut-être. Donc, voilà. Et je pense vraiment qu'ils attendent le dernier. On l'a dit, c'est une équipe qu'on avait souvent citée comme avec un roster qui pouvait exploser, et année après année, il se maintient. Le fait est qu'à l'heure actuelle, ils ont entre guillemets que 5 matchs de retard sur le play-in. Donc je pense qu'ils vont attendre. Mais la dynamique de la saison est beaucoup trop négative. Tout le monde se blesse. Tu l'as dit, Vucevic est le seul qui tient un peu le bateau. Mais le problème de Vucevic, c'est vrai qu'il te fait un peu, entre guillemets, trop gagner de matchs. Après, on sait aussi qu'il voudrait échanger Vucevic. Mais là, on en parlera sur d'autres joueurs de cette liste. Le problème d'échanger Vucevic, c'est qu'en fait, c'est de la communication. Je pense qu'ils ont des offres, mais ils peuvent pas échanger leur franchise player All-Star contre 2 pins et un Mars, tu vois. C'est pas possible. Complètement. On y reviendra.
Eh bien, dernier petit point, parce que ça va me permettre une transition. Je disais ça me faisait marrer. Quelqu'un qui disait, je sais plus si c'était dans un podcast, investissez sur le joueur d'Orlando, regardez Oladipo, Harris, c'est devenu des joueurs totalement autres en quittant Orlando. C'est Donc vrai, c'est vrai que ça pourrait être le cas. D'ailleurs, j'ai parlé de Victor Oladipo, il fait partie de cette liste. Victor Oladipo, des joueurs qui pourraient peut-être bouger. Il est arrivé à Houston, on lui a proposé une prolongation, il a refusé, il est libre cet été. C'est plus qu'évident, ça a été dit par plusieurs journalistes, qui pourrait bouger. Alan, j'ai envie de te dire que de toute notre liste, c'est peut-être celui pour lequel je me demande le plus, qu'est-ce que j'obtiens? Vraiment. C'est-à-dire entre la différence entre le potentiel et le niveau réel. Quel est le niveau réel de Victor Oladipo qui a dû revenir de blessures, qui était le fantôme de lui-même dans la bulle, qui est revenu tranquillement avec les Pacers, là qui joue dans une équipe de Houston où c'est très compliqué, où les défaites s'enchaînent. Qu'est-ce que c'est Victor Oladipo? Est-ce que c'est toujours le porteur de balle incisif que j'avais entreaperçu du côté de Indiana avant la blessure, qui est un All-Star et un joueur vraiment incroyable qui peut défendre? Qu'est-ce que c'est? C'est un joueur qui peut mettre 20 points dans un match de playoff. Toujours? Je pense, oui. Peut-être pas régulièrement. C'est pas l'homme de la série contre LeBron de 2018, où il était vraiment... Cette saison-là, c'est pic Oladipo. Je sais pas si on reverra ça. Je l'espère, hein. Franchement, je l'espère. Mais je sais pas. Je pense pas que c'est non plus le Oladipo des premières années, le Oladipo d'OKC, qui était vraiment pas en rythme, on lui facilitait rien. Je pense qu'on a compris maintenant comment ça pouvait marcher avec Victor Oladipo. Et je pense que, alors je vais peut-être choquer, mais un rôle à la Fournier plus que ce que j'ai dit, une équipe qu'il prend pour être son deuxième porteur de balle ou porteur de balle principal en sortie de banc sur 25 minutes plus dans le 5 qui termine le match sur la fin de saison, s'il est en bonne santé, moi j'y pense souvent et j'y pense vraiment. Avec voilà deux idées d'équipe où ça pourrait très bien. De toute façon, les équipes vont souvent revenir les mêmes. Mais deux idées d'équipe où ça pourrait vraiment bien marcher, dont une. Miami. Dallas. D'accord, c'est Miami. Moi, c'est Dallas. C'est vrai? Ouais, Dallas, ouais. Moi, je voyais un... Bon, alors bon, c'est toujours la solution simple. Un scout anonyme, hein, voilà, le fameux scout anonyme qui disait que c'est à Miami qu'il avait passé, qui s'était rétabli de sa blessure. Il y a un lien clair avec Miami. Puis tu peux aussi... Enfin, il y a la liaison classique avec le fait qu'il était à Orlando, Floride, etc. Moi, je trouve que c'est le pari parfait pour Miami. Ouais. Alors, je sais, la fameuse culture de Miami que tu n'aimes pas parfois, mais... je trouve que c'est le pari parfait. Ça serait leur deuxième porteur de balle. Défensivement, il leur permet, peut-être contrairement à Evan Fournier ou dans d'autres dimensions, il leur permet de rester solide, même si c'est plus le défenseur qu'il était. C'est moins solide au shoot que Fournier, qui est un artilleur cette année, vraiment. Mais j'adore ce que amène Oladipo et j'aime surtout le fait que c'est un pari qui, Miami, on peut dire ce qu'on veut, mais les paris, ça marche souvent chez eux. Ils ciblent très très bien. Donc pour moi, c'est Oladipo à Miami, c'est... Puis en plus, t'as peu à échanger parce que tout le monde sait... alors faut faire juste attention, je te redonne la parole, mais T'inquiète. il a refusé l'extension de Houston. Faut pas croire que ça veut pas dire qu'il ne va pas rester à Houston. Parce qu'en fait, c'est du CBA, ils pouvaient juste lui proposer une extension là où, sur le marché, ils vont pouvoir lui proposer un vrai contrat complet. Plus long, plus d'argent. Donc ça veut rien dire sur son futur à Houston. Complètement. Le fait est que j'ai du mal à l'imaginer là-bas et moi j'aime plutôt bien Miami. Explique-moi pourquoi maintenant Dallas c'est mieux. C'est peut-être pas mieux, mais c'est ce qu'il faut à Dallas. Je pense qu'il faut que Dallas y aille là. C'est la 3e année de Luka. Porzingis rejoue. Il va falloir donner de l'argent à Luka après. Et moi vraiment je vois vraiment la perte qu'a pu avoir un joueur comme Seth Curry. Alors je compare pas les joueurs, mais un porteur de balle qui peut tirer en pull-up, qui pour soulager Luka. Voilà, ils ont préféré mettre une assise défensive entre guillemets et un peu plus de polyvalence avec Josh Richardson. Ils ont toujours le Fofollet, Tim Hardaway, ils ont ces joueurs Trey Burke et Jalen Brunson, ils ont ces joueurs-là. Un joueur comme Victor Oladipo, je pense dans potentiellement un bas court à 3 pour finir le match avec Hardaway et Luka.
je pense que ça peut vraiment faire sens et je pense que Dallas doit essayer d'aller faire quelque chose sur cette fin de saison. Est-ce que c'est déjà le moment pour Dallas d'aller chercher? Après, Lucas sera payé au max, quoi. Lucas sera payé au Mm. max. Va falloir faire des choix sur. Alors ils ont bien signé certains role players sur des contrats longs, courts. Non, sur des contrats longs, peu chers, mais peu chers par rapport à la valeur du marché, hein. Mais voilà, échanger James Johnson, Willie Cauley-Stein plus un pick ou plus un jeune qui viennent de drafter. Est-ce que ça peut intéresser Houston? Je sais pas, mais je pense que moi j'aimerais beaucoup voir cette association-là. Mm. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on ne veut plus du Oladipo d'Indiana. Parce qu'Indiana, c'est le premier porteur de balle, Ouais. c'est l'initiateur, mais nous, ce qu'on est en train de dire, parce que si je lis entre les lignes, Mm. c'est qu'il faut peut-être un rôle un peu plus adapté. Peut-être celui qu'il avait un peu, même si la cohabitation était difficile avec Brandon, où en fait c'était plus Brandon qui prenait la charge, et ensuite, même si bon, bref, je vois ce que tu veux dire. Euh, on va continuer avec, je cite, la plus grande question de cette NBA trade deadline. Encore une fois, je cite la même personne, c'est le journaliste d'ESPN Brian Windhorst qui a dit que c'était la plus grande question de la trade deadline, c'est Kyle Lowry. Pour être totalement honnête avec les auditeurs, on fait notre liste de joueurs et je dis Alan, je suis un peu monkien, moi. Je déteste le fait qu'on n'est pas sur un nombre juste, qu'on est à 8, 9, je fais, il me faut quelqu'un d'autre. Il me dit, mais Lowry. Je fais, non, mais les fans des Raptors nous disent qu'il sera jamais tradé. Je regarde Twitter, tous les jours, on a un tweet des fans des Raptors, des journalistes des Raptors qui nous disent que c'est impossible. Alan, pourquoi on devait mettre Kyle Lowry dans cette liste? Déjà parce que sinon t'aurais mal dormi. C'est vrai. Et, De et, base. et voilà. Et deuxièmement parce que tous ces gens-là sont pas dans le front office des Raptors, tout simplement. Il n'y a pas de joueur, et Kyle Lowry fait pas partie pour moi de ces joueurs intradables. Et Toronto n'est pas non plus dans une position de pouvoir challenger les équipes à l'Est qui ferait que aucun joueur ne serait intradable. Il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'histoire avec Kyle Lowry, et c'est bien normal avec tout ce qu'il a apporté à cette franchise. Mais je pense que si une bonne offre arrive, où tu peux récupérer des pics, des jeunes, je pense qu'il faudra y aller. Il faudra avoir le courage du côté du côté de Toronto, pardon. Tu vois, ils n'ont pas eu le courage. Et je pense que Toronto est une franchise bien gérée, qui pense souvent, qui a souvent un coup d'avance, qui pense à X plus 1 ou X plus 2. Et ils peuvent se dire que voilà, déjà l'année dernière, ils ont tout poussé ils ont tout donné. Et voilà, ils vont au match 7 contre Boston, mais c'est une équipe moins forte que les Celtics. Là, cette année, il y a Milwaukee, il y a Philly qui est meilleur, et t'as l'ogre Brooklyn, avec en plus Boston et Miami à côté. Je pense que du côté des Raptors, peut-être qu'ils peuvent accrocher ces équipes-là sur les séries de playoffs, mais les enchaîner trois victoires de suite en playoff, 3 séries de suite en playoff, je trouve que les chances sont quand même assez faibles. Donc pourquoi pas trader Kyle Lowry, en fait? Pourquoi pas? Puis il faut rappeler qu'on a payé Fred VanVleet du côté de Toronto pour être le meneur. On a payé Anunoby aussi. On a payé Anunoby. J'ai tapé Fred VanVleet. Je commence à voir ce qu'on a vu du côté des Raptors. Enfin, quand je vois les Raptors, je commence à comprendre. Après, les deux questions qui se posent pour un Kyle Lowry, la première, c'est le contrat. Il est à 30 millions. Ouais. Il a 34 ans. Et la deuxième qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas devant le cas classique où le joueur a plus de valeur pour la franchise où il est que pour une potentielle autre destination. On en parle souvent. Quand on est sur ce genre de joueur à la Kyle Lowry, il y a de l'affect, tu l'as dit. Et clairement, quand on voit les packages que voudraient potentiellement des fans des Raptors ou des observateurs des Raptors, ça n'a pas l'air vraiment relié à la réalité. Même si Kyle Lowry est vraiment un grand joueur et que l'avoir pour certaines équipes, on pense à Philadelphie forcément, ça changerait un peu complètement les perspectives en playoff. Mais la question, c'est juste, est-ce que celui qui est dit par certains, et même par certains membres de l'équipe du front office, j'ai déjà lu ça parfois, que c'est le plus grand joueur de l'histoire de la franchise, c'est compliqué en fait. Là, on est clairement, c'est pour ça que j'avais planté cette petite graine tout à l'heure, on est sur de la communication là. Tu peux pas te permettre de l'échanger contre très peu. Ouais, c'est Tom et toi qui mentionnait ça souvent. De toute façon,
une fanbase, elle va jamais être contente de la contrepartie qu'elle va recevoir pour un de ces grands joueurs qu'elle échange. J'ai jamais vu une équipe une fanbase qui est contente. Faudrait peut-être étudier. Je pense que même le soir du trade entre Brooklyn et Boston en 2014, les fans des Celtics, ils comprennent pas encore que ça va être génial sur le long terme. Parce que les picks, c'est de la projection et parce que on t'échange des fois un All-Star et tu récupères voilà peut-être un jeune et un joueur pour faire le contrat et tu te fais ah non mais c'est pas possible. Rien qu'à voir ce qui s'est passé avec les fans des Pistons l'an passé avec le trade pour avec les Cavs de Drummond. Le contrat est long, mais le contrat est court. C'est-à-dire que là c'est un all-in Kyle Lowry. C'est un all-in pour moi, c'est un all-in pour des équipes et c'est pour ça qu'en fait j'ai Philly et j'ai les Clippers parce que c'est un all-in pour on a une équipe qui est au-dessus de nous dans la conférence. Est-ce que si on trade pour Kyle Lowry, on peut battre cette équipe-là cette année? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Philly, il y a Miami aussi dans l'eau, mais Miami est un peu moins fort que Philly cette année, je pense. Mais Philly pour aller chercher Brooklyn et les Clippers pour vraiment aller chercher les Lakers. Ce qui apporterait, je pense l'affiliation avec Philly, elle est naturelle. Enfin, on sait que du côté de Philly, on cherche absolument ce mec capable de pull-up sur le backcourt. Ça te le donnerait avec Lowry. Il irait pas transformer l'identité défensive parce que c'est un mec qui se bat défensivement. Ça reste un joueur qui maintenant, on l'a beaucoup critiqué, mais qui a maintenant cette expérience de playoff. Les Raptors gagnent souvent en playoff, donc moi honnêtement, il passe des tours. Il passe ces dernières années, il passe tout le temps un tour. Si Kyle Lowry doit être transféré, je le verrais bien du côté de Philly. Je me pose la question, c'est la même division. Ça déjà, il y a un historique entre les deux équipes. Complètement. Mais Philly a le contrat de Danny Green et c'est qui va pouvoir l'aider à faire un transfert dans cette deadline. Ils ont plein de joueurs avec des petits contrats. Alors je pense que s'il y a un deal entre les deux, Philly va lâcher 3-4 joueurs plus des joueurs genre Mike Scott, Terrence Ferguson. Les fans de Philly, attention, je dis pas qu'ils vont lâcher autre chose. Peut-être un pick, peut-être un Tyrese Maxey ou quelque chose comme ça. Là où les Clippers, c'est un peu plus compliqué pour moi de réfléchir au deal. Il faudrait lâcher Lou Will et Pat Beverley, je pense. Les deux. Et ils en ont moins besoin, je pense. Il faudrait lâcher Lou Will, Pat Beverley. Faudrait lâcher autre chose. Du Pat Patterson. Est-ce que tout ça va intéresser Toronto aussi, c'est la question. Parce que c'est la fin de Kyle Lowry, la fin de l'ère Kyle Lowry, ce serait vraiment un changement d'air total du côté de Toronto. Donc je pense vraiment que Toronto, avec le cœur de joueurs qu'ils ont, ils vont pas rechercher forcément des pics. Ils vont chercher des joueurs déjà solides ou des jeunes joueurs, parce qu'on a déjà Siakam, Anunoby, Fred VanVleet, ils sont déjà là, ces joueurs-là. Norman Powell, 24, 25, 26, 27, qui seront dans la prochaine bonne équipe des Raptors. Ils y sont. Donc, à voir. À noter, on avait discuté ça avant le début de la saison. Le GM Bobby Webster a été re-signé. Toujours pas Masai Ujiri, mais je pense que pour moi, je trouve que tous les destins sont liés, en fait. Parce que ça reste l'équipe de Toronto qui avait du mal et puis ensuite qui s'est développée. Aussi noter que quand même Masai Ujiri reste l'homme qui a construit le titre autour de Kawhi. C'est aussi l'homme qui a envoyé DeMar DeRozan comme ça du jour au lendemain du côté des Spurs. Donc ça prouve aussi que c'est un mec qui, s'il a l'opportunité, peut appuyer sur le bouton. Complètement. À retenir. Eh bien, on va continuer et on prend beaucoup de temps. Je pensais que ça allait être un podcast où on allait avoir du mal, mais on prend énormément de temps. On continue avec un joueur qui parfois est cité aussi du côté des Celtics, Monsieur Barnes, Monsieur Harrison Barnes. Alan, alors je te vois faire la moue. Pourquoi ça ne te plaît pas, Harrison Barnes? Mais parce qu'il reste 3 ans de contrat. 22 cette année, 20 l'année prochaine et 18 dans 2 ans. C'est un bon joueur. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour moi à Boston, tout ce qu'il faut à Miami aussi. Je pense que on a vu l'importance qu'avait Jake Crowder l'an passé. Je dis pas que c'est le même joueur, mais c'est même type de profil. Prends des 3 points, défends. Prends des 3 points, défends. Je pense que ça peut vraiment les aider. Denver aussi, pourquoi pas, dans un rôle de 4 potentiellement. Ça peut aider. C'est la bonne idée pour tout le monde, Harrison Barnes. C'est un joueur qui a l'expérience de playoff.
C'est un joueur qui connaît son rôle maintenant par rapport à quand il avait testé la free agency après 2016 où voilà, il se pensait peut-être autre chose. Le problème pour moi, c'est que le contrat il est long, donc c'est un investissement en fait. Alors du bon côté, c'est-à-dire tu peux échanger des joueurs et dire voilà, mais au moins c'est pas que pour 6 mois. Le souci c'est que c'est quand même de l'argent. Je trouve que c'est quand même un investissement sur du moyen terme et c'est onéreux. Donc je sais pas, je suis assez dubitatif. Barnes qui fait ça, on peut le souligner, qui fait une saison. J'ai lu beaucoup la meilleure saison de sa carrière. On le lit beaucoup ça. Ça, je sais peut-être. Alors, je regarde probablement pas assez les les Kings pour le savoir, mais c'est sûr que les matchs que j'ai vus des Kings, oui. Et je suis assez d'accord avec ce truc comme quoi il connaît vraiment son rôle maintenant. Enfin, je voyais cette stat qui est absolument incroyable. C'est un joueur qui a 46% dans les corners à 3 points. Enfin, vraiment, on voit ça. Il y a toujours cette possibilité de jouer un peu au poste parfois. Enfin, il a cette palette-là. Défensivement, oui, il est meilleur. C'est vrai que c'est la bonne idée, mais je suis assez d'accord avec toi. La longueur fait peur. Ce qui fait aussi peur, c'est quand même un joueur qui va bientôt basculer dans les 30 ans, Harrison Barnes. Alors ça, on n'a pas l'impression, mais il a cet âge-là. Après, je comprends parfaitement, tu vois. Je t'ai lancé volontairement sur Boston parce que avec votre fameuse trade exception, la fameuse trade exception à 28 millions, je me demande qu'est-ce qui pourrait pas plus coller qu'un Harrison Barnes. Enfin, moi, j'aime bien la piste Harrison Barnes, en fait. Je pense que la voie pour Boston de faire une différence à l'Est cette année, c'est d'avoir juste trop d'ailiers pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde veut. Il faut pas rajouter pour moi de porteur de balle, hein, parce que alors oui, ça peut toujours aider. Mais le porteur de balle de la seconde unité, c'est Marcus Smart. Et toujours Tatum et Brown sur le terrain. Donc ça va. Par contre, il faut moins de Semi Ojeleye, Aaron Nesmith et Javonte Green sur le terrain. C'est-à-dire des ailiers qui théoriquement mettent pas dedans. Même si des fois ils mettent dedans, ils sont pas défendus comme ça. Il faut des joueurs qui tirent et qui mettent dedans. Et Harrison Barnes, c'est vrai que c'est parfait. Moi, là, je regarde Boston, je me dis voilà. Si tu mets Harrison Barnes ou si tu mets PJ Tucker, théoriquement, à la place des joueurs que je vois dans les corners à chaque fois et qui font que quand Tatum pénètre et tout le monde ça close out pas sur ces joueurs-là et donc la peinture est plus compliquée ou alors quand ils ont les tirs ils les mettent pas. C'est vrai, moi tu me dis demain Harrison Barnes à Boston, je suis super content. Par contre, en termes d'argent, oui, il est à trade exception, mais déjà comme Tom aime bien le rappeler, on peut pas utiliser les 28 millions. On peut utiliser que 20 millions, je crois, maximum là durant la trade deadline. Donc ça colle un peu avec Harrison Barnes quand même. Mais le contrat d'Harrison Barnes va rester dans le roster pour 2 ans encore. Il faudra agencer les contrats de cette manière-là. Sachant que Marcus Smart est agent libre dans 1 an et demi. Bien sûr, tu me mets Harrison Barnes, je suis super heureux et je pense que c'est la meilleure acquisition possible pour Boston. J'arrive juste pas à comprendre comment ça peut fonctionner en termes de création d'équipe pour l'année prochaine et dans 2 ans. Ah, tu te dis, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis qu'en gros, c'est se bloquer dans cette situation-là. Ouais. Après, se bloquer avec Harrison Barnes à côté de ton duo Tatum-Brown et si Kemba Walker veut bien se remettre, ça me va. Hein. Harrison Barnes, c'est mon 5e meilleur joueur ou 4e meilleur joueur. Ça me va. Juste, je sais pas. Mais je pense que j'ai pas assez vu les Kings aussi, peut-être. Puis la question, c'est aussi quelle est la valeur d'Harrison Barnes. Alors, bien sûr, c'est toujours le jeu quand on fait ces podcasts-là sur la trade deadline. Quelle est sa valeur? Je pense honnêtement quelques choix de fin de premier tour ou quelque chose comme ça devrait aller. Ouais, ou après t'as toujours ça, c'est toujours ça qui est intéressant. Les choix de draft n'ont jamais autant de valeur qu'avant parce qu'en fait, Aaron Nesmith, c'est un lottery pick de 2020. Mais est-ce que Sacramento vous préfère avoir lui ou un fin de premier? En vrai, un choix 14 un choix loterie de 2020, ça a sûrement plus de valeur. Hein. Mais est-ce que, vu qu'il a, faut voir ce qu'il demande. Mais Boston, ça fait du sens. Et j'aime bien Miami et Denver s'ils se ratent sur d'autres profils. Je reviens, mais je veux que Denver bouge. Il faut que Denver bouge. J'aime le fait je pense qu'on a cité 5 équipes oui, dans ce podcast. Mais complètement, parce qu'on a des mastodontes et on essaye de comprendre comment des équipes qui vont essayer de jouer peuvent aller essayer d'aller embêter ces mastodontes. Les autres, ça sert à rien.
elles sont pas un joueur, une acquisition, un profil de changer leur destinée, je pense. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas souvenir qu'on parle de si peu d'équipes, donc ça pourrait. C'est à l'avantage des équipes qui veulent acquérir un joueur. Ouais, Peut-être que les valeurs vont baisser parce qu'il y a totalement, trop de monde totalement. pour ça. Très bien. On va finir avec un dernier joueur parce qu'on aura une petite partie un peu buyout pour terminer. On va finir avec PJ Tucker parce que tu l'as cité comme un autre joueur qui pourrait bouger. Moi, je t'ai dit avant de commencer, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça, PJ Tucker. Il a 36 ans, il fait pas une bonne saison. Alors oui, le contexte à Houston a totalement changé depuis le trade de James Harden. Je suis d'accord. Il a plus qu'une année de contrat. Le contrat est pas très onéreux. On est à 7 millions, je crois. Donc on peut s'en séparer. Du côté de Houston, il y a eu un accord clair et net. Ça a été sorti dans les médias que les deux parties veulent se séparer et on cherche une nouvelle équipe pour un PJ Tucker. Le buyout, on voudrait l'éviter. Je pense pas qu'il y sera parce qu'il a quand même une petite valeur. Mais moi, là, pour cette fois-ci, je me suis mis du côté des équipes qui veulent l'acquérir parce que on nous donne les Lakers, on nous donne les Nets. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, en fait. Il a quand même 36 ans, PJ Tucker. Je pense surtout dans le cas des Nets. Si tu penses que PJ Tucker, tu pourras le faire jouer 25-30 minutes comme un mec qui pourra combler les brèches parce que deux de tes trois meilleurs joueurs sont pas forcément les meilleurs défenseurs, je suis pas sûr que ça marchera. Mais il vaut 8 millions. Mais il vaut. Mais il vaut 8 millions. Si c'est le PJ Tucker des runs de Houston. Ouais. Mais tu vois, j'avais envie de te dire, même si c'est pas celui-là, ça vaut peut-être le coup. Parce De que tenter. c'est quoi le risque? C'est quoi le risque? Comme tu l'as dit, tu as dit un truc intéressant sur Houston. Donc c'est peut-être pas une équipe qui va demander 20 000 pics, qui est trop dans les pics. Si tu as un jeune et un second tour, tu peux peut-être aller le chercher. C'est 8 millions et il est agent libre à la fin de l'année. Donc, pour moi, ça se tente tous les jours. Vraiment, pour moi, c'est vraiment petite prise de risque, potentiellement bon, Gros gain. peut-être pas gros gain, mais 20 minutes en playoff. Tu vois, tu as dit 25 minutes. Ouais, c'est vrai qu'au Nets, dans la configuration de l'effectif, Il y aurait trop à faire en fait. ouais, vu ce qu'on demande ce qu'on pense demander à Jeff Green, c'est vrai qu'on lui demanderait peut-être beaucoup, mais dans une autre équipe, 20 minutes, défend, mettez 3 dans le corner. Moi, j'échange un jeune et un second tour pour PJ Tucker. Je pense. Tous les jours. Ouais. Après, à voir ce qui s'est passé cette année, parce qu'on parle d'un joueur qui est quand même passé, depuis qu'il était à Houston, en gros, il était aux alentours il flirtait avec les 40%, il est à 33% à 3 points cette année. Alors, je parle dans les corners, dans les shoots, oui, dans les shoots dans le corner. Alors, est-ce que c'est lié, voilà, James Harden n'est plus là, c'est plus la même équipe, etc. Ça peut se comprendre. Il joue pas tous les matchs, pas comme avant, enfin, bref, mais je me demande vraiment ce je me dis, il va avoir 36 ans et c'est assez compliqué. On va être sur un tel niveau. Enfin, si vraiment les quelques équipes en haut de la NBA arrivent au niveau escompté, c'est du très 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 haut niveau. Oh. Je pense qu'on est au-dessus de l'année dernière et peut-être encore au-dessus de la dernière année des Warriors. Donc à voir si PJ Tucker pourra ça. Y aller Après, je te comprends, le pari peut se faire. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que ça sera soit du Lakers, soit du Nets. Enfin, visiblement, c'est les deux noms qui reviennent. Ouais. Après, voilà, Tucker veut sûrement aller au bout, donc c'est ce qu'il va privilégier. Je pense, je suis d'accord. Après, quand j'avais marqué fit potentiel, j'avais mis tout le monde en vrai. Parce que si c'est PJ, si c'est PJ, si on a le PJ, pas le, allez, 80% du PJ Tucker des 3 dernières années, tout le monde le veut. Je pense à 8 millions l'année sur. Même Denver. Oui, même Denver. Oui, même Denver, hein. Même Denver, Ouais. je pense. Bah, Denver, pour avoir vu Denver, c'est pour ça aussi, j'ai pas mal regardé Denver dernièrement. Je suis assez perturbé par les minutes de Vlatko Kancar et des autres joueurs qui sortent du banc dernièrement. Je veux pas que Denver, déjà ils étaient short l'année dernière en playoff. On se rappelle de matchs où il y a PJ Dozier qui est dans les 5 qui terminent les matchs. Ils ont perdu Jermichael Green. C'est pas il apporte pas ce qu'on pouvait penser. Il y a eu des soucis de blessure aussi, des manques de continuité. Franchement, t'as Nikola Jokic, t'as Jamal Murray. Personne n'en parle, mais il fait sa meilleure saison en carrière. Pour le moment, il est juste moins bon que certains autres guards jeunes et il est moins bon que ce qu'il avait fait dans la bulle. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est ça le problème. C'est ça. C'est le... Mais t'as ces deux joueurs-là.
vas-y, là, faut y aller. Et donc, je les ai sur, potentiellement, comme toi, sur Fournier, sur Gordon, sur Barnes, sur Tucker. Non, il faut y aller là. Ok, non, on verra par rapport à Denver, qui est, c'est vrai, totalement dépeuplé à l'aile. Donc, faudra voir. Après, je pense pas que, comme tu l'as dit, PJ Tucker, il est peut-être dans une situation de carrière où il voudra aller chercher le titre. Et si tu veux chercher le titre, cette année, tu vas aux Clippers, tu vas aux Lakers, tu vas aux Nets, tu vas pas à Denver, je pense. Très bien. Alors, je l'avais dit, on va terminer par une petite partie buyout, mais avant ça, récapitulatif. Oladipo, on a donc parlé de Victor Oladipo, partira pas, selon toi, Oladipo? Part. Je pense, mais je sais pas si le marché va être si activé que ça. Laurie, partira pas? Non, je pense pas qu'ils vont le trader. Non, moi non plus, je pense pas. Je pense vraiment pas. On n'aurait pas dû le mettre, donc Ouais. partira pas. Harrison Barnes, partira pas? Je pense qu'il va partir. Je pense qu'ils vont le trader. Eh ben, je dirais non, en fait. Ok. J'ai l'impression que Barnes, on le lit trop à Boston, et donc du coup, son destin est totalement lié à Boston. Ok. On le lit énormément à Boston, Harrison Barnes. Ouais, c'est vrai. Et PJ Tucker, bah là, oui. Oui. Ok, donc ça nous fait 7 noms pour les 10 dernières minutes. On va s'intéresser à 3 noms, qui sont LaMarcus Aldridge, Andre Drummond et Otto Porter. Pourquoi je les donne d'un côté tout de suite? Parce que c'est lié à une question d'un des auditeurs. C'est 3 joueurs qui potentiellement pourraient être buyout. Voilà. Et on avait une question d'un auditeur, Titan Tit, qui nous demandait: les situations de buyout de plus en plus fréquentes dérèglent-elles le CBA/salary cap? Même s'il n'est pas viable de baser sa stratégie dessus, car au final très aléatoire, dans certains cas, cela mène à des rosters impossibles à assembler de manière conventionnelle. Et ce à quoi avait répondu un autre de nos auditeurs, Johan Tessier, qui nous avait dit: j'avais posé la même question à un podcast précédent, mais l'exemple pris par l'équipe avait été celui de Batum, alors que je pensais plutôt à des joueurs comme type Drummond Porter, que j'ai cité donc, qui n'ont même pas 30 ans et marge à plus de 25 M. Alors c'est quoi? C'est peut-être millions. 25 millions. Je ne sais pas. Ouais. Et peuvent se retrouver chez un gros pour un minimum. Alors on va se servir de ces 3 exemples, Alan, LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, Otto Porter, pour aller dans ce sens ou contre. Moi je te le dis direct, on en a parlé avant. Pour moi, selon moi, ces 3 exemples-là viennent montrer qu'en fait, ça ne dérègle pas grand-chose. Pourquoi? Otto Porter, c'est un joueur qu'on ne voit pratiquement plus jouer, en fait, Otto Porter. J'ai calculé, il a joué 36% de ses matchs possibles depuis son arrivée aux Bulls. 36%. André Drummond, c'est un joueur pour lequel les Cavs essayent d'avoir un second tour de draft. Un second. Alors, on me dirait qu'il y a le contrat dans le cas de Drummond, je veux bien. Mais de ce que je lis de Drummond depuis 1 an et demi, j'ai l'impression que tout le monde a compris le type de joueur que c'était. Et enfin, LaMarcus Aldridge, on parle d'un joueur en bout de route qui n'a pas vraiment apprécié le fait d'être un joueur de banc, alors que paradoxalement, s'il veut changer de crèmerie, il devra être un joueur de banc. Donc, si ces joueurs-là arrivent chez des gros, je pense pas qu'ils révolutionnent la course au titre. Alors oui, si Otto Porter redevient le top 15 shooter qu'il était à Washington, oui, il va changer peut-être des choses. Le problème, c'est qu'Otto Porter, Adrien, on le salue, pourrait le dire, on le voit tellement peu, c'est vraiment être optimiste de se dire qu'il pourrait avoir un impact sur une campagne de playoff. Là où, je rappelle, il a joué 47 matchs depuis qu'il est aux Bulls. Donc limite, il faudrait qu'il joue plus presque sur la campagne de playoff ou sur la fin de la saison. Donc globalement, selon moi, on est sur 3 joueurs qui illustrent un peu que les buyouts, on en parle beaucoup, mais l'impact en réalité, il est minime. Puis si t'es buyout, c'est qu'il y a bien une raison. On l'avait avec Blake Griffin. Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, 3 intérieurs, anciens All-Star pour Andre Drummond, ça fonctionne pas en option, ça fonctionne plus en option 1 ou 2, voire 3, avec des déficiences de défense notamment pour les 3. On sait qu'on est dans une NBA où il y a beaucoup de copiage et on cherche des grands où t'es obligé de défendre maintenant. T'es vraiment obligé de défendre. Marcus Aldridge peut apporter de l'attaque, je pense. Andre Drummond, en fait, voilà, si t'es buyout, c'est qu'il y a bien une raison. Andre Drummond pourrait apporter quoi? De la taille, mais est-ce qu'Andre Drummond va accepter de jouer 15 minutes en sortie de banc? C'est ce qu'il ferait aux Lakers ou est-ce qu'il joue 15 minutes en sortie de banc aux Lakers en finale NBA? En finale.
Parce que Andre Drummond, est-ce que Dwight Howard avait du mal dans les dernières finales NBA à rester sur le terrain? Dwight Howard joue pas. Mm. Tu regardes les Lakers qui jouent, les pivots sont plus là. Mm. Enfin, en fait, c'est plus que les pivots, ils gardent que les meilleurs joueurs. Enfin, C'est ça. c'est un phénomène dont on parle souvent, c'est qu'à la fin, c'est les meilleurs joueurs qui restent. Marcus Aldridge a des déficiences, à l'intérieur. Alors il pourrait aider des équipes qui ont encore plus de déficiences. Moi, j'aime bien l'idée des Warriors pour la Marcus Aldridge. C'est une des seules que je peux trouver intéressante en fait, si ça peut se faire, hein. Parce que c'est très problématique contractuellement. Mais ils ont Kevin Looney et James Wiseman qui est pas prêt. Donc même si la Marcus Aldridge a des soucis défensifs, ce sera mieux que James Wiseman donc, ou que Looney. Alors ça peut avoir de l'idée et je pense qu'offensivement ça peut être pas mal avec Curry. Mais sinon les autres seront trop compliqués. À l'inverse d'un autoporteur qui lui est dans le profil, c'est parfait. Théoriquement c'est parfait. 3-4 qui met des 3 points et qui défend. Mais il joue plus. Quel autoporteur on va avoir? C'est. Il y a bien une raison si ces joueurs-là sont pas dans la catégorie d'avant, dans la catégorie des joueurs qui ont toujours un impact positif, qui peuvent être dans un closing five sur le terrain dans des équipes de play-off et tout ça. Ces joueurs-là, soit ils ne peuvent plus l'être, soit ils jouent tellement pas ou tellement peu que on a peut-être oublié leur niveau, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Pour Aldridge, alors Aldridge, ça va être vraiment une blague, mais Miami aurait limite du sens pour Aldridge, je trouve. Ouais. Miami. Alors, j'évacue complètement Portland. Je vois pas pourquoi. Portland, c'est juste la filiation, mais ils ont déjà des intérieurs. C'est pas du tout le profil qu'il leur faut. Je vois pas pourquoi on cite Portland. Du côté de Drummond. T'imagines une seconde unité avec Melo et Aldridge. T'imagines? C'est affreux. Ouais. Et Drummond, visiblement, il y a la piste Lakers. Il y aurait les Knicks qui, visiblement, pourraient lui donner un contrat sur plusieurs années. On verra. Et autoporteur, il y a Golden State. Donc, on voit que c'est des joueurs. Je voulais finir l'épisode comme ça pour répondre un peu à cette question. Parce que je pense on est d'accord pour dire que les buyouts, Tom, on a déjà parlé avec Tom, mais c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ouais, c'est surcoté souvent. Moi, je trouve que c'est surcoté, personnellement. Je voyais un article sur la décennie précédente. Donc, avant Markieff Morris, qui était un buyout qui avait eu de l'impact, il y avait eu 11 joueurs buyout qui avaient fait les finales NBA. Le seul qui avait eu vraiment un impact, c'est Peja Stojakovic. Avec Dallas. Exactement, en 2011, qui avait joué 18 minutes, qui avait un vrai impact. Ouais. Autrement, on avait du Mike Bibby, du Kendrick Perkins, du Anderson Varejao, du Jeremy Lin à Toronto. Aucun impact, ces joueurs. Ouais, c'est clair. Il y a peut-être même Deron Williams. Souvent, c'est ça, c'est des anciennes stars qui... C'est le nom qui est clinquant. Exactement, Joe Johnson aussi avec Houston. Il y jouait même pas. Donc, je suis d'accord. Pour juste... Selon moi, en fait, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est attendons. Ouais, attendons de voir. Parce que oui. Est-ce que tu penses que Blake Griffin est dans le closing line-up des Nets? Non. Voilà. Pour être honnête, Alan n'est même pas au courant de ça. La semaine dernière, on débute à l'enregistrement du podcast. On a l'info Blake Griffin. Je demande à Madiane et Tom. Blake Griffin, si les Nets vont en finale NBA, il joue combien de minutes au total dans la série? Je ne donnerai pas les réponses. On n'excédait pas 30. Hein. Ah ouais. Ok. Enfin, je pense. Enfin, puis il faut faire aussi attention aux joueurs qu'on dit potentiellement buyout. L'année dernière, à cette période-là, Tristan Thompson devait être buyout, Bismack Biyombo devait être buyout. J'ai même lu du Denzel Valentine buyout. Ils n'ont pas été. C'est vrai. C'est clair. Puis je pense que dans cette question, il y a peut-être l'impact de l'année dernière. T'as Jeff Green qui fait du bruit à Houston. T'as Markieff Jackson, Markieff Morris. Mais tu vois, j'en parlais sur notre conversation, on discutait de ça. L'année dernière, les mecs buyout arrivent, fin février, 10 matchs, pause Covid, reprise d'Orlando, 3 semaines d'entraînement pour s'acclimater à l'équipe, vétérans avantagés par la coupure. Ça n'existe pas d'habitude. C'est vrai. Bref. Tout ça pour dire, je reste persuadé que les buyouts l'impact reste marginal. Si dans 3 ans, on a eu 3 équipes de suite qui ont eu un buyout qui a eu de l'impact, ok, là je voudrais qu'on en reparle. Qui était dans les 6 meilleurs joueurs d'une équipe qui va en finale, qui gagne le titre. Parce que là, Markieff Morris, en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc qu'on voit une fois tous les 10 ans, en fait, pour l'instant. Ouais, totalement. Et on aime souvent rappeler ces exemples-là, mais c'est des fois des exemples qui peuvent confirmer un peu la règle.
Alors qu'on parle pas de Matt Barnes du côté de Golden State, qui a aucun impact sur les Ouais, c'est vrai. C'est clair. Bref. À voir. Donc, on verra si les buyouts deviennent un problème, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est le joueur laisse de l'argent. C'est pour ça on parlait d'Otto Porter. Otto Porter, il a clairement dit qu'il ne laissait pas d'argent. Enfin, il rompait pas le contrat. Donc, à voir entre les déclarations et ce qui va vraiment être effectué. Eh bien, Alan, on l'a fait. On a bien donc parlé de 10 joueurs, même si la fin était un peu différente. On a donc envoyé la moitié de ces joueurs à Miami et à Denver. Ouais. À voir ce qui va se passer pour la suite. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter où vous enverrez donc cette liste de joueurs qu'on va rappeler pour finir. On a donc pu parler, le temps que je retrouve ma liste, ça s'appelle le combler le blanc. On a donc parlé d'Aaron Gordon, Evan Fournier, Terence Ross, Victor Oladipo, Kyle Lowry, Harrison Barnes, PJ Tucker, Lamarcus Aldridge, André Drummond et Otto Porter. On va donc voir qui pourra bouger. Beaucoup de joueurs de l'Est, je suis en train de me dire quand je regarde ça. Bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez votre podcast sur Twitter. Et nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut!